Merci de votre fidélité à notre antenne. Nous sommes en direct pour l'émergence. L'émergence de ce jour va aborder un sujet aussi précis, concis et clair dans tout son ensemble. Propriété intellectuelle et compétitivité des entreprises. Nous allons évoquer la thématique, bien sûr, avec notre invité déjà en plateau, Roland Kanda. Il est expert en politique commerciale et internationale. Bonjour Roland et merci d'être là. Bonjour Monsieur Mathieu, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte très bien. Alors, vous suivez aussi l'actualité à travers le monde entier avec l'avènement, bien sûr, de Covid-19 il y a un peu plus d'un an et quelques mois déjà. Et le vaccin pour juguler la situation était rendu disponible et la vaccination continue. Ça fait bon chemin. Mais entre-temps, pour ces genres de vaccins et autres, ça prend des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des fois, ça dépasse. Dans la foulée, on a écouté le premier citoyen américain, Joe Biden, qui a ordonné la levée de brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Quel intérêt donc pour le continent noir? Bon, quel intérêt? Je pense que toute la problématique est centralisée là-bas. Et quand même, il est important de le rappeler pourquoi la levée des brevets et en quoi ça pourrait profiter aux Africains. Et d'abord, comme le thème l'a dit, elle parle plus de la propriété intellectuelle. Et nous savons que tout ce qui nous entoure relève de la propriété intellectuelle. Et faire un produit ou bien un vaccin, ça relève de la propriété intellectuelle. Et souvent, les vaccins sont protégés par des droits. Et le vaccin ou bien les médicaments que nous prenons, et tant des inventions sont protégées par des brevets. C'est-à-dire le titulaire le protège pour avoir les droits exclusifs d'utilisation. Mais en temps, il y a un accord international qu'on appelle l'accord ADPIC, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, qui fait partie intégrante de l'accord de Marrakech, instituant l'Organisation mondiale du commerce, qui a énuméré cette flexibilité à l'endroit des pays les moins avancés ou bien les pays en développement comme les nôtres pour pouvoir lever des droits tels que le brevet sur des produits essentiels lorsqu'il s'agit de santé publique. Oui. Et le cas d'espèce tel que la Covid-19, il s'agit de santé publique, il s'agit d'une pandémie. Et du fait que certains États dits développés ont développé un vaccin, quand même, pour pouvoir faciliter l'accessibilité de ce vaccin à tout le monde, il est quand même important d'une certaine manière que certains États sollicitent, c'est-à-dire la levée des brevets sur le vaccin, pour qu'eux aussi puissent produire ce vaccin sur leur territoire. Parce que d'abord, lorsque l'invention, c'est-à-dire le vaccin a été produit, il s'agit d'une invention protégée par un droit, personne ne peut le produire ou bien le commercialiser sans le droit des titulaires, c'est-à-dire ceux qui ont investi là-dedans pour avoir le vaccin. Donc, par conséquent, la levée de brevets facilite la production dans d'autres pays, c'est-à-dire avec l'accord du titulaire ou non. Donc, en ce sens, comme je l'ai dit, l'accord ADPIC permet à nos États d'évoquer des licences obligatoires ou non exclusives, et des licences obligatoires pour pouvoir produire ces vaccins sur le territoire. Donc, on peut dire que c'est un offre de soulagement, mais la question primordiale est de savoir, est-ce que nos États ont les dispositions logistiques nécessaires pour produire ce vaccin sur le territoire? J'aimerais rappeler également que lorsque nous prenons le sida, par exemple, les antirétroviraux ont été produits dans certains pays tels que l'Afrique du Sud et l'Inde à travers ces mécanismes, c'est-à-dire la levée des brevets sur ces produits-là, pour qu'eux puissent produire ça pour nos États. C'est-à-dire pour pouvoir rendre disponibles ces produits. Maintenant, dans ce même cadre, cette levée de brevets sur le vaccin pourra permettre à des pays ayant la logistique nécessaire pour pouvoir le faire. En ce sens, on peut penser à l'Afrique du Sud, également au Nigeria. Mais les pays comme les nôtres, est-ce que nous avons la logistique nécessaire pour le faire? On a le Ghana à côté. Hein. Bon, ça, je ne saurais le dire. Ça, je ne saurais le dire. Mais quand même, je pense que tout la problématique se résume là-bas, c'est-à-dire, est-ce que nous avons la logistique nécessaire? C'est à nous de nous préparer parce qu'il y a cette flexibilité. Il y a certaines sociétés dans la zone portuaire, portuaire de Lomé, qui font ce genre de boulot, peut-être produire des médicaments. Produire, bon. Non, je pense plus à la commercialisation. Ils achètent, ils commercialisent. Mais en tout cas, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas connaissance d'une société sur notre territoire qui produit des médicaments. Même la plupart des produits génériques que nous consommons, c'est fait à travers des licences. Qui sont produits, ces produits sont produits soit en Inde, en Afrique du Sud, que nous avons sur notre territoire. Parfait. Donc, en fait, ce sont des produits génériques, ce sont des licences qui ont été accordées à d'autres personnes pour pouvoir le produire. Ça, c'est juste pour mieux planter les décors, avoir le cœur net par rapport à cette prise de décision par le premier citoyen américain, Joe Biden, qui a demandé la levée de brevets sur les vaccins contre le Covid-19 il y a
quelques jours. Nous allons nous intéresser à notre thème qui nous réunit ce jour, propriété intellectuelle et compétitivité des entreprises. Comme la tradition le demande, on va aller d'une façon terre à terre pour mieux creuser l'abcès. Quand on parle bien sûr de la propriété intellectuelle, justement, il s'agit de quoi? Bon, vous savez, tout ce qui nous entoure relève de la propriété intellectuelle. C'est vrai, c'est un domaine qui est très mal connu, mais je crois que c'est un domaine que nous utilisons chaque jour de notre vie. Vous voyez, là où vous êtes actuellement, vous parlez dans un micro. C'est le fruit d'une invention, c'est quelqu'un qui l'a réfléchi, qui l'a inventé. Et vous allez voir comment votre téléphone portable, sûrement ça doit être un Samsung, un iPhone ou un Infinix, ce sont des marques sur lesquelles est commercialisé des produits. Également, vous qui êtes journaliste, tout ce que vous dites est protégé par un droit d'auteur. Parce que normalement, toute personne qui va enregistrer cela et le diffuser sans votre autorisation, il porte atteinte à votre droit d'auteur. Également, quand nous prenons les organismes de radiodiffusion, tels que votre chaîne, la Niwo TV, elle aussi, elle a un droit, ce qu'on appelle les droits voisins. Donc, juste pour dire que la propriété intellectuelle nous entoure chaque jour de notre vie. Mais malheureusement, c'est une chose qui est la moins connue. Mais pour faire simple, la propriété intellectuelle, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions, mais il y a une définition que moi j'aime qui définit la propriété intellectuelle comme l'appropriation par l'homme de l'expression de son génie créateur. Ici, vous savez, vous avez vu, il y a un mot génie créateur qui suppose l'intelligence, quelqu'un qui met son intellectuel à la matérialisation d'un fait. Et maintenant, on parle d'une certaine appropriation. L'appropriation, là-bas, on peut l'assimiler à une appropriation légale et officielle. Légale, en ce sens, ce sont des textes législatifs qui confèrent le droit à quelqu'un. Et officiels sont l'autorité publique qui dit oui, nous te reconnaissons telle invention, que c'est toi qui l'as inventée, donc nous te conférons droit là-dessus. Ou bien cette marque, c'est toi qui l'as protégée, ou bien qui l'utilise premièrement, donc nous te conférons un droit exclusif d'utilisation de cette marque. Donc, ce sont des droits qui sont conférés sur la matérialisation de nos idées. Donc, juste pour dire que la propriété intellectuelle ne protège pas des idées, mais c'est la matérialisation de l'idée qui est protégée. Parfait. Merci. Alors, à côté, on parle bien sûr de l'OAPI. Oui. Qu'est-ce donc oui. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Oui. Donc, c'est l'office de propriété intellectuelle de 17 États membres, dont le Togo. Et j'aimerais rappeler que la plupart des États francophones d'Afrique sont membres de l'OAPI. Maintenant, l'OAPI, comme je l'ai dit, c'est l'Office de propriété intellectuelle, c'est elle qui confère le droit. C'est-à-dire nos États, les 17 États membres ont donné droit, c'est-à-dire dans l'autorisation à l'OAPI, de conférer des droits sur des inventions ou bien sur des créations de leurs citoyens. C'est-à-dire un Togolais qui invente, qui innove ou bien qui a une marque à protéger. C'est l'OAPI, c'est à l'OAPI que cette personne va s'adresser. Et c'est l'OAPI qui lui confère le droit au nom de tous, des 17 États membres. Oui. Maintenant, ce qui suppose que quelqu'un qui a un droit protégé au Togo, supposons il a une invention protégée par un brevet, ou bien il a une marque qu'il a protégée, il a ce même droit-là sur cette marque-là dans les îles Comores, aux îles Comores. Idem au Bénin, idem au Burkina Faso, parce que tous sont des pays membres de l'OAPI. Maintenant, comment fonctionne-t-il? Comme je l'ai dit, c'est 17 États membres. L'OAPI a son siège à Yaoundé, au Cameroun. Mais dans tous les États membres, ils ont ce qu'on appelle les sociétés nationales de liaison, qui jouent le relais de l'OAPI, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple un Togolais qui veut protéger une invention, ou bien une marque, ou bien quoi que ce soit, au lieu d'adresser directement à l'OAPI, il peut déposer le dossier à la Société nationale de liaison du Togo, qui est limpide ici, qui va transmettre le dossier à l'OAPI. Donc c'est l'OAPI qui protège au nom des États. On a cette direction-là, togolaise, qui se trouve sur le boulevard et à des mains, un peu en face de l'université, de la clôture de l'université de Lebek. Comment fonctionne réellement? On sait qu'on peut procéder de cette façon, mais d'une façon beaucoup plus, je sais pas, on peut pas aller directement à l'instance africaine sans passer par la nationale, non? Oui, il peut y aller directement, parce qu'en fait, ce sont des possibilités. Vous tous savez que c'est quand même lui permettre d'être à l'aise, de pas faire tous les tracas. En fait, pour l'OAPI, c'est une question de proximité des citoyens, des autres membres. Parce que nous tous savons, parce que nous parlons de cet État, il y a les îles Comores par rapport à la distance. S'il faut transférer un dossier, il faut payer des frais et tout, ce qui va avec. Donc, c'est une question de proximité. Ils ont créé des sociétés nationales de liaison dans tous les pays membres qui jouent le rôle de relais. Alors, on va parler maintenant de la propriété intellectuelle et le développement économique. Quelle relation pouvons-nous avoir à ce niveau-là? Oui, comme je l'ai dit tantôt, la propriété intellectuelle, c'est le fruit de la créativité de l'homme. Sa capacité d'inventer, d'innover, de créer. Et nous tous savons que lorsqu'on parle de ça, cela oblige à penser à la protection.
Parce que quand tu inventes, tu innoves, tu crées, tu dois penser à la protection. Et le protéger te confère certaines prérogatives telles que l'exclusivité d'utilisation et l'interdiction à toute personne d'utiliser ce que tu as protégé sans ton autorisation. Et cela, d'une certaine manière, pour nos États, ou bien pour des États qui ont des législations relatives à la propriété intellectuelle, cela facilite, d'une part, le transfert de technologie. Pourquoi le transfert de technologie? Supposons quelqu'un, peut-être un Chinois ou un Français ou un Américain, qui invente quelque chose. Il sait que oui, sur le territoire togolais, il pourrait avoir un droit. Comme je l'ai dit tantôt, avoir un droit de propriété intellectuelle suppose que personne ne peut utiliser ton invention, mais ce que tu as inventé ou bien innové ou bien créé sans ton autorisation. Donc, il suppose que il peut avoir un droit au Togo, il vient le faire protéger au Togo facilement, il peut transférer sa connaissance à quelqu'un. Donc, ce qui suppose que sur un territoire qui est vierge de législation relative à la propriété intellectuelle ou des droits de propriété intellectuelle ne sont pas protégés, la personne ne viendra pas facilement transférer sa technologie parce qu'il sait que oui, s'il vient là-bas, il se met à montrer, les gens ne vont pas demander son autorisation parce qu'après, nous allons voir les usages de la propriété intellectuelle. Comment quelqu'un qui a un droit de propriété intellectuelle pourra l'utiliser stratégiquement pour, pour financer son entreprise, par exemple. L'autre chose également, c'est également un moyen d'incitation à l'innovation. Moi, qui sais que oui, lorsque je veux inventer, j'aurai un droit là-dessus, cela me pousse chaque fois à inventer, à innover. L'autre chose également, c'est un moyen de facilitation de l'investissement direct étranger. Parce que quelqu'un qui sait que oui, j'ai une innovation protégée, ça va inciter l'autre personne à investir dans son projet. Donc, ce sont ces quelques moyens-là, tels que l'incitation à l'innovation, la facilitation du transfert de technologies et également l'incitation à l'investissement direct étranger, qui peuvent contribuer au développement économique dans l'État. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il est vraiment important à de certains moments de faire certaines choses. Pour celui-là qui n'est pas vraiment du domaine, qui ne s'y connaît pas, c'est un peu difficile à mieux se retrouver. Raison pour laquelle nous avons bien sûr instauré cette édition de ce jour. À quelle étape donc d'un projet, par exemple, je veux, c'est pas trop, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, projet d'entreprise, bien. À quelle étape doit-on commencer par penser à la propriété intellectuelle? Moi, je pense dès la naissance de l'idée, à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, dès la naissance de l'idée. Déjà dans sa chambre. Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt. En fait, la propriété intellectuelle, c'est vrai, on la limite très souvent à la protection. Oui. Elle est avant la protection et après la protection. Avant la protection, je donne l'exemple. Moi qui veux inventer dans un domaine donné, il est important pour moi de faire ce qu'on appelle une recherche documentaire, c'est-à-dire savoir dans le domaine dans lequel je veux inventer, est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose pareil. Donc, ce qui me pousse, doit me pousser à faire ce qu'on appelle la consultation des bases de données brevets. Oui. Donc, cette consultation de bases de données brevets, qu'est-ce que ça me permet? Comme je l'ai dit tantôt, premièrement, de s'assurer de ce qui est fait dans le domaine. Deuxième chose, d'avoir une sécurité juridique autour de ce que je veux faire, pour ne pas porter atteinte à un droit protégé. L'autre chose également, cela m'empêche de faire ce qu'on appelle réinventer la roue. C'est-à-dire, tu vas perdre de l'argent, du temps pour faire quelque chose qui est déjà fait par une autre personne déjà. Je suis suffit de prendre cela, consulter les bases de données, voir que oui, ça là c'est disponible. Et maintenant, comment on va l'améliorer? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme petite touche pour que je puisse apporter une certaine inventivité à la chose? Donc, de certaine manière, comme je l'ai dit tantôt, même avant la matérialisation de l'idée ou bien de l'invention, il faudrait faire ce qu'on appelle la conception de base de données brevets. L'autre chose, même lorsque nous prenons les marques, avant de créer ta marque, il est quand même important de faire ce qu'on appelle la recherche d'antériorité et savoir que oui, le signe que j'utilise là, avant moi, c'est quelqu'un d'autre l'utilisait déjà. Même comment le réaliser? Pour le réaliser, est-ce qu'elle remplit toutes les conditions légales de protection? Donc, ce sont ces quelques éléments-là dont il est question, qu'il est important de voir avant de penser même à la matérialisation de l'idée. D'autres choses également, parce que même à la protection, c'est-à-dire la matérialisation, il faudrait la protéger. Et tout à l'heure, j'ai évoqué les cas, c'est-à-dire les prérogatives que confère la protection, telles que l'exclusivité d'exploitation et l'obligation à toute personne de l'utiliser sans ton l'obligation à toute personne de l'utiliser avec ton autorisation. De l'autre côté, même après la protection, il y a ce qu'on appelle l'aspect management stratégique. C'est-à-dire comment utiliser ces actifs propriété intellectuelle là pour se positionner sur un marché, par exemple. Alors, aujourd'hui, quand on parle bien sûr de cette protection et autres, quels sont les préalables?
d'une protection, enfin, quand on parle de la protection d'une invention. Voilà, quels sont les préalables qu'il faut avoir ou bien qu'il faut faire? Oui, les préalables, premièrement, quand nous prenons l'invention, parce que comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir inventer, premièrement, il faut faire ce qu'on appelle la recherche documentaire. Après la recherche documentaire, s'assurer que ton invention remplit les conditions de protection avant d'introduire la demande. Et parce que pour qu'une invention puisse avoir un droit, c'est-à-dire pour être protégée, il faudrait qu'elle remplisse des conditions. Sinon, tout le monde se lèvera un jour et dit que oui, j'ai inventé. Alors, ce n'est pas tout qu'on appelle invention. Donc, l'invention, par exemple, doit remplir certaines conditions telles que la nouveauté. Elle doit impliquer une activité inventive. Elle doit être d'application industrielle, c'est-à-dire pour pouvoir la reproduire, on doit le faire en industrie. Idem pour les autres actifs de propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle ne se limite pas seulement aux inventions ou bien aux marques. Nous avons ce qu'on appelle les dessins modèles industriels, nous avons les noms commerciaux, nous avons les indications géographiques, les orientations végétales, le droit d'auteur, les droits voisins et d'autres choses également. Alors, on sait aujourd'hui que c'est toute une démarche très, très méthodique. Maintenant, en quoi consiste ce mécanisme de protection par le brevet et est-il important pour accroître l'inventivité et l'esprit d'innovation des startups, par exemple, ce que nous voyons tous les jours un peu partout à travers le monde entier. Oui, tout le monde a des startups, tout le monde se dit avoir une activité, une invention. Mais quand même, il faudrait savoir ce qu'on appelle invention d'abord, parce que ce n'est pas tout ce qu'on appelle invention. Et lorsque nous interrogeons l'accord de Bangui c'est quoi? C'est la loi qui régit la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, donc y compris le Togo. Donc, lorsqu'on veut parler de propriété intellectuelle au Togo, on faudrait faire référence à ce qu'on appelle l'accord de Bangui. L'annexe 1 traite des inventions et l'article 1 de cette annexe définit l'invention comme elle s'entend d'une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique, ce qui suppose que l'invention relève seulement du domaine technique. Ce qui suppose que quelque chose qu'on ne peut pas reproduire en industrie ne peut pas être appelé invention. J'espère qu'on se comprend. Parce qu'il y a certains, ils inventent, lorsque je prends une application par exemple, une application ou bien un logiciel, ce sont des inventions. Mais sauf qu'ils ne sont pas d'application industrielle, ce qui suppose qu'il ne peut pas être protégé par un brevet, parce qu'il y a des conditions pour que l'invention puisse être protégée par un brevet. D'abord, c'est quand même un brevet. Parce que là, vous avez posé une question que j'ai oublié même de répondre, c'est quoi un brevet? Le brevet, c'est le titre qui permet de protéger une invention. C'est-à-dire, seul celui qui a inventé quelque chose, qui a été reconnu que son invention remplit les conditions légales, peut supposer ou bien peut solliciter avoir un brevet là-dessus. Donc, le droit qu'on lui reconnaît d'avoir inventé ou bien d'avoir une certaine exclusivité d'exploitation de l'invention, est ce qu'on appelle le brevet. Maintenant, en quoi c'est important pour nos entreprises? Comme je l'avais dit tantôt, premièrement, c'est qu'on te reconnaît le droit, c'est-à-dire d'avoir inventé quelque chose. L'autre chose également, c'est l'exclusivité d'exploitation. Là-bas, il s'agit d'un monopole légal. C'est-à-dire vous êtes la seule personne à utiliser l'invention dans le domaine, c'est-à-dire sur le territoire où votre invention a été protégée. L'autre chose également, c'est l'autorisation, c'est-à-dire l'obligation qui est faite à toute personne de l'utiliser avec ton autorisation, ce qui suppose qu'une personne qui doit l'utiliser doit forcément demander votre autorisation. Et là, vous le lui donnez à travers ce qu'on appelle une concession de licence. Et cela se matérialise à travers ce qu'on appelle le paiement des frais d'usage. C'est-à-dire, lui, en utilisant ton invention, que tu l'as concédé, le droit d'exploitation à travers le contrat de licence, lorsqu'il va l'utiliser, forcément, il doit te rétribuer à travers cela. Donc, d'une certaine manière, premièrement, ça reconnaît c'est-à-dire au titulaire de la start-up, bien à l'inventeur, le droit sur ce qu'il a créé. On lui reconnaît le droit sur ce qu'il a créé ou bien inventé. L'autre chose, ça lui permet également de financer peut-être sa start-up. Parce que quelqu'un qui sait que oui, vous avez un monopole, vous avez inventé, vous avez un monopole sur ça, il sera quand même intéressé à pouvoir investir dans votre entreprise. Donc, c'est également un moyen de financer l'entreprise. Parce que moi qui sais par exemple que oui, vous avez inventé, vous avez un monopole sur ça pendant pas de 20 ans, parce que les brevets ou bien l'invention est protégée pour une durée de 20 ans, vous êtes la seule personne à utiliser l'invention pendant 20 ans. Prenons l'exemple du vaccin dont vous venez de parler. S'il n'y avait pas une levée, si le président américain ou bien les Américains n'avaient pas levé le droit sur leur vaccin, ils seront les seules personnes, c'est-à-dire ceux qui l'ont inventé seront les seules personnes à l'utiliser pendant 20 ans. Donc il s'agit d'un monopole exclusif. Donc, cette manière de faire est un moyen incitatif à l'investissement. Quelqu'un qui est intéressé, il voit que oui, ce projet est intéressant, oui, j'ai une facilité de pouvoir rentrer dans mon investissement, donc il pourra facilement investir là-dedans.
Parfait. On va devoir marquer une pause pour l'info, le journal. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission de ce jour.